Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de l'actualité, Ariane Group qui remporte en tant que mandataire l'appel d'offres du CNES dans le cadre de France 2030 pour la surveillance de l'activité spatiale. On parlera aussi de Thomas Pesquet qui lance sa propre entreprise pour gérer son image et ses activités. Airbus qui dévoile son module orbital Loop destiné à l'orbite terrestre, lunaire, voire même martienne. On en parlera un peu plus tard. Et puis la start-up franco-espagnole Pangea Aerospace qui signe un contrat à hauteur de 50 millions d'euros. Et puis dans votre talk, on a choisi de revenir ensemble sur le lancement de la méga fusée Starship. Car passé l'émotion de voir décoller un tel mastodonte, on ne peut que s'interroger sur les circonstances de l'explosion ou sur l'état assez désastreux du pas de tir juste après le lancement dont les images ont fait le tour du web. Alors nous reviendrons ensemble sur les coulisses de cet événement avec nos invités. Voilà pour le programme. On démarre avec le Call Actu sur Bismart. Ariane Group, Telsat et Magellan ont remporté un contrat porté par le CNES dans le cadre du volet spatial de France 2030. L'objectif de ce contrat, améliorer les performances de surveillance de l'espace et garantir la sécurité des opérations spatiales. Le consortium fournira au CNES un service de données de surveillance de l'espace, appelé aussi SSA, pour Space Situational Awareness. Ce service comprend le déploiement de capteurs optiques multi-orbites et le développement d'un segment spatial optique en orbite de transfert géostationnaire. Le consortium est piloté par Ariane Group, qui est le mandataire du projet. Alors pour rappel, cet appel d'offres, catalogue de données pour la surveillance de l'espace, a été présenté il y a tout juste un an. Il a été confié au CNES par le gouvernement français en tant qu'opérateur du volet spatial de France 2030. Le montant de ce contrat n'a pas encore été dévoilé. Autre actualité, celle de Thomas Pesquet qui lance sa propre entreprise. C'est en tout cas ce qu'affirme le magazine L'Informé. En réalité, il s'agit principalement de gérer la monétisation de son image, mais aussi de ses droits en matière de production audiovisuelle, d'intervention publique ou encore quand il s'agira d'éditer ses propres livres. L'entreprise gérera également les prestations de services réalisées par Thomas Pesquet dans le secteur spatial et l'aéronautique. Une démarche pas si surprenante que ça, mais plutôt rare en réalité pour un astronaute encore en activité et sous contrat avec l'Agence spatiale européenne. L'entreprise, elle, porte le nom d'Arcturus, comme l'étoile la plus brillante de la constellation du Bouvier. Depuis l'annonce, l'ESA a réagi, évidemment, auprès du journal L'Informé, en assurant que Thomas Pesquet reste, je cite, un employé de notre agence pleinement engagé dans la réalisation de ces tâches techniques en vue des missions habitées vers toutes les destinations présentes et futures, et ajoute que cette entreprise est totalement indépendante. Autre actualité, Airbus qui promet un module orbital à l'occasion du Space Symposium à Colorado Springs. Airbus a dévoilé son ambitieux projet de module orbital. Le projet nommé Loop affiche 8 mètres de diamètre, 8 mètres de longueur et propose 3 niveaux modulables. L'Airbus Loop est un cylindre géant qui est doté d'une coque extérieure rigide et conçu comme une entité à part entière, immédiatement exploitable par les astronautes, adapté aux dimensions de la prochaine génération de lanceurs super lourds comme le SLS ou encore le Starship. La position d'Airbus est de se proposer comme une station confortable de manière à faciliter les séjours longue durée. Le cahier des charges prévoit d'ailleurs qu'elle soit adaptée à une exploitation en orbite terrestre basse, une orbite lunaire, mais aussi à des missions vers Mars. Airbus estime que Loop pourrait être prêt au début des années 2030. Encore faudra-t-il financer un tel projet. Enfin, dernière actualité, Pangea Aerospace officialise un premier contrat à 50 millions d'euros pour son moteur fusée Aerospike. C'est une première pour la start-up franco-espagnole. La société du New Space vient d'officialiser la signature du premier contrat pour la vente de ce moteur fusée. Cette collaboration avec le micro-lanceur américain Teiru Space pourrait générer, je cite, jusqu'à 50 millions d'euros de revenus pour les 5 prochaines années, selon la start-up
tout récemment installé à Toulouse. Alors justement, c'est notre call actu. Nous avons en ligne avec nous la directrice France de Pangea Aerospace, Marie-Laure Gouzy. Bonjour, bienvenue dans cette émission et merci d'avoir répondu au call actu. Qu'est-ce qui distingue votre offre sur le marché aujourd'hui ? Oui, bonjour, merci pour votre appel. Donc, notre offre, Pangea Aerospace, en fait, a choisi d'avoir un positionnement un petit peu disruptif de motoriste au sein de l'industrie spatiale. Et c'est possible grâce à notre maîtrise, comme vous l'avez dit, de la technologie aérospike. La technologie aérospike, c'est un peu, on va dire, le Graal de la propulsion spatiale, vu qu'elle permet de ne pas perdre de performance en fonction de l'altitude, ce qui va se traduire immédiatement par une efficacité de l'ordre un gain d'efficacité de l'ordre de 15%. Si on parle en termes d'économie d'ergol et de carburant, ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter peut-être jusqu'à 40% la profitabilité. Donc on voit de suite l'intérêt d'utiliser cette technologie. Elle n'est pas nouvelle, cette technologie, elle a été étudiée depuis les années 60 par la NASA. Mais par contre, c'est Pangea Aerospace qui, fin novembre 2021, a été capable de lever le principal verrou qui était lié au refroidissement du moteur. Et donc qui a réussi à allumer ce moteur aérospike qui fonctionne avec des ergols méthane et oxygène liquide, donc des ergols verts qui peuvent être biosourcés, ça c'est très très important à l'heure actuelle, et qui en fait un moteur totalement disruptif et réutilisable. D'autre part, il faut vraiment insister sur le fait, et c'est ce qui nous distingue, c'est qu'il y a une capacité de mise à l'échelle de ce moteur qui est en partie lié à sa géométrie, bien sûr, mais également qui va être lié à tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies de type fabrication additive pour nous permettre d'avoir toujours le meilleur ratio en fait coût-performance pour délivrer les meilleurs moteurs au meilleur prix. Alors, cette collaboration avec l'américain TE Aerospace, comment elle est née ? Pourquoi cet acteur en particulier ? Alors, TE est une jeune compagnie disruptive, donc ça a vraiment créé le rapprochement avec Pangea, puisqu'on s'est reconnus chacun dans nos façons de faire, et ça a vraiment facilité le rapprochement. Et TE fait le même constat que Pangea, en fait, vis-à-vis de l'organisation de l'industrie spatiale et de la chaîne de valeur associée. On est dans un modèle soit qui est complètement verticalisé et on sait que ça nécessite des capitaux très très importants qu'on n'est pas capable de fournir ici en Europe, c'est clair. Et au-delà de ce problème de capitaux, on va avoir un manque de spécialisation, notamment concernant la propulsion, qui est la partie toujours la plus complexe et la plus onéreuse du lanceur. Et si on se retourne vers, on va dire, les fabricants historiques de moteurs qui fournissaient les institutions il y a quelques années, on se retrouve avec des coûts de développement et qui ne sont pas du tout adaptés à l'évolution de l'écosystème actuellement et l'apparition de ces nouveaux acteurs privés. Donc en fait, on partage vraiment cette vision de nécessité de segmenter finalement cette industrie spatiale et de pouvoir chacun venir apporter toute sa compétence sur chaque segment et sous-segment. Donc, oui, cet accord, en fait, va porter sur la fourniture de moteurs pour le lanceur de TE. Et qui, donc, comme c'est le premier accord qui a pu être rendu public par les deux parties, en fait, ça va permettre, dans un premier temps, de garantir l'accès de TE aux premiers moteurs de Pangea qui sortiront des lignes de fabrication. Et selon les prévisions de TE, en fait, les premiers échanges financiers sont prévus dès 2024. Les volumes de vol qui sont envisagés, et ça c'est encore à confirmer avec eux bien sûr, mais seraient de l'ordre d'une 50aine de vols d'ici 2030. Donc ça ne veut pas dire 50 moteurs, car je vous rappelle que nos moteurs sont réutilisables, mais je parle bien de 50 vols d'ici 2030. Quand vos moteurs sortiront-ils de la chaîne de production ? Les premiers moteurs sont prévus pour 2025. Alors, dernière question avant de conclure ce call actu. Chez Pangea, vous visez 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030, avec seulement pour cible les startups ? Alors, pas exactement.
L'idée pour Pangea Aerospace, c'est de vendre des moteurs, on ne s'interdit pas de vendre, de faire de la vente directe, mais par contre, le modèle qu'on veut pousser, nous, c'est celui du pay-per-flight, c'est du leasing à l'heure de vol, un petit peu comme dans le modèle aéronautique, comme actuellement Safran fournit ses moteurs à Airbus. Nous, on va fournir finalement des moteurs au vol en offrant également les services associés au développement préalable, mais également tous les services de maintenance et de remise en état qui seront nécessaires entre deux utilisations. Les clients qu'on vise sont bien évidemment institutionnels et gouvernementaux, puisqu'il y a des pays hors Europe qui souhaitent avoir un accès à l'espace, mais qui n'ont pas les institutions associées et qui ont besoin donc d'acteurs privés comme Pangea Aerospace ou Thiérou pour pouvoir s'approvisionner en termes d'accès à l'espace. Et on a également un certain nombre d'acteurs privés qui sont intéressés par cette approche-là. Donc l'accord avec Thiérou a bien sûr été rendu public, puisque pour nous c'est très important de communiquer sur cette actualité. Mais que d'autres vont venir. Voilà, mais on a déjà d'autres discussions en parallèle sur des volumes qui seraient bien plus importants. Merci beaucoup Marie-Laure Gouzy, directrice France de Pangea Aerospace, d'avoir répondu au Call Actu dans Smart Space. On enchaîne avec le Space Talk. Vous n'avez pas pu rater le lancement de Starship ni sa spectaculaire explosion. Et on peut dire que l'incandescence de cette explosion n'a pas manqué de nous éclairer sur les coulisses de ce lancement. Coulisses qui soulèvent aujourd'hui de nombreuses questions. Alors pour en parler, nous avons avec nous en plateau Maxime Puteaux, spécialiste des lanceurs chez Euroconsult. Bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Avec nous, nous avons aussi à distance Pierre Henriquet, médiateur scientifique et conférencier. Bienvenue Pierre sur le plateau de Smart Space. Bonjour Cécilia. Alors d'abord, qu'est-ce qui s'est précisément passé lors de ce lancement ? Est-ce qu'on peut dire peut-être plus simplement qu'est-ce qui a capoté ? Eh bien, ce qui a capoté, c'est une succession de différentes petites anomalies dès le décollage, Ouais. parce qu'on a vu que certains moteurs ne se sont pas allumés, et ce qui ont amené à une destruction commandée du lanceur à 39 km d'altitude. Destruction commandée. Alors ça, c'est important parce qu'on l'entend assez peu, Pierre, sur les réseaux sociaux notamment, mais même dans les discours des médias. Oui, effectivement, le décollage était prévu donc de la base de SpaceX, de l'une des bases situées à Boca Chica, au Texas. À l'origine, le plan de vol était de monter jusqu'à 60 km d'altitude, avec donc le Spaceship qui est monté sur un méga booster qu'on appelle le Super Heavy, qui lui est équipé de 33 moteurs. Donc là, on a le Spaceship. Le Spaceship devait se séparer de son booster et continuer l'aventure, faire les 3/4 du tour de la Terre et aller se poser à plat près de... Ça devait se poser près d'Hawaï et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est à peu près à 30 km que ça a explosé, donc une explosion commandée. C'est ça, tout à fait. Une explosion qui a été commandée après plusieurs rotations du lanceur, a priori volontaire. L'objectif était certainement justement de récupérer un maximum de données, même dans des conditions qui sont en dehors des conditions nominales. On a vu ces loopings, c'était assez impressionnant sur les images. Et alors, pour le public qui n'est pas forcément habitué à la culture de l'échec, par exemple, donc tout le grand public a vu ces applaudissements. Et donc, c'était assez surprenant de se dire, est-ce que c'est une réussite ? Est-ce que c'est un échec ? Comment s'est positionné SpaceX sur le sujet ? Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect tester des lanceurs, c'est compliqué, risqué, et des fois on échoue. Et après, il y a plusieurs approches. La NASA, elle, et les agences publiques, parce que sont de l'argent du contribuable, sont extrêmement précautionneuses, font attention, et on minimise au minimum l'échec, quitte à prendre énormément de temps pour tester. Là où SpaceX préfère tester, cracher, et redémarrer. C'est vraiment une logique Silicon Valley, donc c'est deux approches différentes selon les personnes qui conduisent ces projets-là. Et après, il y a deux réactions. Il y a voir le verre à moitié plein. C'est ce que fait SpaceX. Elon Musk nous dit que c'était un mission success. Bon, comme l'a dit Pierre, le profil de mission n'a pas été rempli. Non. Et puis il y a voir le verre à moitié vide, où il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées dès le début. Oui, effectivement. Alors on va revenir sur ces coulisses-là. Aujourd'hui, on voit un peu le verre à moitié vide, mais parce qu'il n'y a pas
que cette explosion qui pose question. Il y a tout ce qu'il y a à côté, par exemple, la question des moteurs, la préparation des moteurs. Alors c'était très attendu, 33 moteurs qui doivent propulser un engin quand même de 120 mètres dans l'espace, c'est pas anodin. On en parlait beaucoup de ces moteurs. Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là? Est-ce qu'on a vraiment connaissance du processus de test de ces moteurs? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait autant de défaillants? Je crois qu'au total, à la fin, c'était 6 moteurs défaillants, Pierre? Oui, l'évaluation est encore en cours. On parle de 6, on parle de 8. Les moteurs en soi ne sont pas défaillants. Les tests qui ont été faits sur ces moteurs individuellement ont été tous réussis. Le problème, c'est qu'on est sur un système qui est totalement un prototype. Quasiment aucun autre lanceur n'a jamais essayé de s'élever vers l'espace avec autant de moteurs. Le plus proche, c'est la fusée soviétique N1. Il y a déjà plus de 50 ans maintenant, qui avait essayé de concurrencer la célèbre Saturn V avec 30 moteurs, mais qui à l'époque, avec la technologie de l'époque, n'avait jamais réussi à faire un vol correct. Donc même si on se trouve avec une technologie qui est beaucoup plus avancée aujourd'hui, il s'agit d'un véritable tour de force d'arriver à synchroniser ces 33 moteurs, et c'est en ça qu'il s'agit vraiment d'un vol prototypal. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à une performance peut-être réussie davantage que celle-là? Oui, parce qu'il y a certains éléments qui ont été négligés par SpaceX, et volontairement, faute de temps. Comme l'a dit Pierre, les moteurs ont fonctionné, et tous les éléments testés séparément de Super Heavy et de Starship, jusqu'à présent, avaient fonctionné à durée limitée. Ce qui n'a pas marché, c'est dans les conditions réelles, l'intégration de tous ces éléments-là. Et là où SpaceX a notamment pêché, c'est sur le pas de tir. Ce que Elon Musk appelle l'élément zéro du lanceur. Oui. D'habitude, on protège le lanceur en installant un système de déluge. Oui. On largue de grosses quantités d'eau pour atténuer le bruit et les vibrations qui peuvent être destructrices sur le lanceur, mais aussi pour éviter que des morceaux du pas de tir endommagent le lanceur. Il n'y avait pas de Carnot, donc il n'y a pas de ces grands tunnels d'évacuation des gaz, il n'y avait pas de déluge, et donc il y a eu les dégâts auxquels on pouvait s'attendre. C'était assez impressionnant en fait, de découvrir ces images du pas de tir après le lancement et de se rendre compte de la zone. Enfin, ça ressemble presque à un champ de guerre. Presque lunaire, oui. Oui, c'est presque lunaire, sauf qu'on n'est pas censé transformer la Terre en sol lunaire, à moins de créer des expériences scientifiques, et encore. Comment c'est possible de laisser un pas de tir dans cet état? C'est-à-dire que, donc ça veut dire qu'on a le choix entre créer une fosse, mettre des jets d'eau et pas le faire? Je pense que la physique s'applique à tout le monde, et même si Elon Musk tord la réalité autour de lui, vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de ses fans, la physique s'applique à tout le monde, et encore plus pour cette catégorie de lanceurs. Et à mon avis, la vraie leçon tirée de ces lancements, c'est les négligences autour de l'impact environnemental de lanceurs. On n'a jamais lancé un lanceur aussi gros, et forcément, il fait des dégâts, et les dégâts ont été sous-estimés. Oui, parce que Boca Chica, c'est entouré d'une zone protégée, Pierre. Oui, tout à fait. La base de Boca Chica se trouve à quelques centaines de mètres seulement de réserves écologiques, avec une biodiversité particulière, avec des espèces qui sont protégées, certaines qui sont en danger. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé poser une base spatiale expérimentale là-bas? Alors il y a des raisons techniques d'abord, parce que justement cette base est juste à côté de l'océan qui se trouve à l'est. Et ça, c'est très important pour pouvoir lancer les fusées correctement, dans le bon sens. Il y a aussi un sous-sol qui est très riche en méthane, et les moteurs, justement, utilisent un mélange de méthane et d'oxygène. Donc, l'idée, c'était aussi d'aller pouvoir le récupérer sur place. Mais il y a aussi des raisons politiques et économiques, puisque, justement, au Texas, il y a de gros avantages fiscaux, avec des exonérations d'impôts au niveau des entreprises, et puis des subventions de plusieurs millions qui ont été accordées à SpaceX. Et face à ça, effectivement, il est vrai que la question écologique est une question qui parfois peut être un peu auxiliaire, ce qui est pour le coup très problématique. Mais on pensait que c'était réglementé, une question pareille. En fait, le vrai problème, c'est qu'à la base, Boca Chica ne devait pas héberger le Starship. Historiquement, SpaceX a choisi Boca Chica parce qu'à Cap Canaveral, il y a quelques années, il y avait un maximum de lancements qu'on pouvait faire, qui était une trentaine, et qui du coup allait bloquer les développements de SpaceX. Donc SpaceX a mis à chercher un deuxième site de lancement pour
pour Falcon 9 et Falcon Heavy. Et puis, le Cap Canaveral a été capable d'offrir beaucoup plus d'opportunités de lancement. Et Starship, on s'est rendu compte que c'était un projet largement expérimental et qu'il valait mieux le tester très très loin des pas de tir opérationnels existants, puisque à Cap Canaveral, les pas de tir sont en général distants de 3 km en moyenne. Donc on peut dire que ce genre un échec à Cap Canaveral aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Donc c'est pour ça que Boca Chica était bien pratique et était un peu le bac à sable d'Elon Musk. Il fallait s'éloigner un petit peu des regards aussi oppressants. Quand on doit lancer une fusée, on doit avoir l'accord de la FAA. La FAA n'a pas eu son mot à dire sur les infrastructures du pas de tir ? La FAA a complètement eu son mot à dire sur les infrastructures. Et pour reprendre ce que tu disais sur les regards et l'observation, Starship, c'est le lanceur en développement qui est le plus observé par des observateurs, par des youtubeurs, blogueurs qui sont en permanence à surveiller ce que fait SpaceX et à essayer de deviner ce que va faire SpaceX dans les semaines qui viennent. La FAA a été complètement impliquée là-dessus. La FAA avait donné son autorisation pour lancer Falcon 9 et Falcon Heavy. Quand SpaceX a annoncé qu'ils voulaient lancer Starship depuis Boca Chica, la FAA leur a demandé de faire une petite mise à jour de leur autorisation de lancement. Et dans les dernières semaines, le dernier jalon qui manquait à SpaceX, c'était l'autorisation de la FAA. Donc la FAA était complètement impliquée dans le processus. Elle a également consulté l'agence de l'environnement. Le vrai souci, c'est que vraisemblablement, c'est que les règles n'ont pas été complètement appliquées ou elles ont été interprétées de manière relativement souple. C'est quand même une interprétation assez surprenante quand on parle de lancer une fusée pareille, quand on parle d'une entreprise pareille, sous tous les regards de la Terre entière. Enfin, Il y a une raison pour laquelle les sites de lancement, comme l'a évoqué Pierre, sont distants, enfin ils sont à des endroits spécifiques en raison de l'orbite qu'on veut atteindre, mais aussi de la distance et de la sécurité. Boca Chica, c'est vraiment très très proche de la frontière mexicaine, très très proche de la ville de Port Isabel, qui à 10 km a reçu des retombées, des poussières de béton liées au décollage. Donc... Oui, parce qu'on cherche encore les débris, par exemple, Pierre. Oui, ces débris, en fait, on les a vus, même sur les vidéos officielles. Ces débris, ils ont été éparpillés sur des distances très très importantes. On a justement cette dalle de béton qui a été pulvérisée. Ces débris qui se sont étendus sur 156 hectares avec des grosses dalles de béton qui ont été projetées à plus d'1 kilomètre dans l'océan. Effectivement, Port Isabel, qui est à 10 km, a encore été recouvert de poussière. Donc l'évaluation des dégâts qui ont été causés est encore actuellement en cours, mais il est certain que les choses sont allées beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui avait été officiellement déclaré. Et c'est effectivement ça le problème entre les déclarations officielles et puis la réalité du terrain. Là, on a vraiment une grande différence. Est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences ? D'abord, peut-être financières par rapport à cette explosion contrôlée, peut-être politique. On va en parler juste après, mais ça engage aussi la pérennité du programme Artemis, la réussite de ce vol. Mais d'abord, concernant la FAA et peut-être ses conditions de lancement. Mais il va falloir déterminer si la FAA était plus ou moins complice ou naïve dans l'autorisation qu'elle a donnée à SpaceX pour le lancement Starship, qui est encore une fois un des plus gros lanceurs, encore plus puissant que pour le SLS, dont peut-être qu'on ne maîtrisait pas toutes ses conséquences, mais probablement que certaines choses ont été sous-estimées. Il va y avoir une enquête de la FAA. Le système américain est fait de manière à ce que c'est en fait SpaceX qui est en train d'enquêter sur ses propres défaillances et qui va devoir notifier à la FAA ce qui s'est mal passé par rapport à l'autorisation. On est un peu dans un système similaire à Boeing et l'obligation et l'auto-certification du Boeing 737 MAX. Et on peut se poser aussi les questions des limites de ce système-là. La FAA, c'est le gouvernement américain. Le gouvernement américain a besoin de SpaceX pour dans les années à venir. Donc il va falloir retrouver un équilibre entre la sécurité publique et les objectifs du programme spatial américain. Il va peut-être y avoir des procès de la part des agences environnementales. Comme l'a dit Pierre, les communautés, la communauté sur place et compte tenu des emplois et jusqu'à présent soutient SpaceX, mais il n'est pas impossible qu'il y ait quelques procès contre SpaceX. Pierre, on parle d'Artemis là, puisque ce lanceur, il doit à un moment donné, en tout cas Starship, doit transporter des hommes sur la Lune pour la mission Artemis 3, qui sera donc la troisième étape du programme Artemis de retour sur la Lune des hommes et des femmes. C'est quoi les conséquences pour la suite du programme ? Normalement, la date officielle, c'est 2025 pour le retour des hommes sur la Lune. Est-ce que déjà, compte tenu de ce qui s'est passé la semaine dernière, on peut oublier cette date ? Disons que c'est une projection optimiste des choses, effectivement. 2025, c'est ce qui avait été prévu. Effectivement, Starship
pour l'instant, c'est le seul engin qui est prévu pour atterrir sur la Lune, mais évidemment, c'est l'engin qui est prévu à condition qu'il soit prêt. Et force est de constater que avec cet échec, avec aussi le temps qu'il va falloir pour faire des corrections et comme on vient de le dire, effectivement, avoir de nouveau la certification, l'autorisation de faire les prochains tests, il est certain que du retard va être pris. Et ça, c'est effectivement un problème à la fois pour SpaceX, mais aussi pour la NASA. Fin 2022, la NASA avait publié justement un appel à proposition pour un deuxième atterrisseur lunaire qui ne soit pas SpaceX, mais le temps passe et la question est de savoir effectivement à quelle année, à quel moment est-ce qu'on pourra retourner sur la Lune. Maxime, En fait, Artemis 3, c'est le profil de mission le plus compliqué pour Starship. Ça nécessite d'un côté le lancement d'astronautes à bord du SLS dans la capsule Orion, mais du côté SpaceX, ça nécessite de démontrer que Starship fonctionne, ça nécessite de lancer entre 8 10 Starship remplis de carburant qui iront à faire un rendez-vous et remplir le réservoir d'une version lunaire du Starship qui, elle, devra d'abord se poser à la surface de la Lune sans équipage pour montrer que tout fonctionne, puis ensuite rebelote 8 à 12 lancements, ravitaillement du même Starship pour le reposer sur la Lune, cette fois-ci, avec l'équipage qui aura fait un rendez-vous avec la capsule Orion. Donc c'est vraiment le profil de mission le plus compliqué. Il est clair qu'il y a certaines briques technologiques, notamment le transfert de carburant cryogénique, qui n'ont même pas encore été démontrées. Donc 2025 n'est plus du tout sur le calendrier. 2028 est une date, à mon avis, optimiste. Optimiste dans un contexte de compétition où la Chine aimerait bien aussi être les premiers sur la Lune. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y aura des conséquences politiques ? Vous parliez peut-être d'aller laisser la place à un concurrent. Est-ce que c'est encore envisageable ? On a bien conscience quand même qu'on ne veut pas sortir de terre un concurrent au Starship demain, mais un atterrisseur lunaire pourrait prendre facilement la position d'un concurrent. On avait éliminé Jeff Bezos. Est-ce qu'il y a un retour dans la course possible ? Enfin voilà, est-ce qu'on peut se Bien sûr. là-dessus ? De ça, la NASA, elle a sa logique d'externalisation, et de sous-traiter au privé. Elle s'est toujours faite en choisissant deux contractants. Et c'est vrai pour SpaceX, qui était un des contractants. Son concurrent initial pour le transport de cargo avec la capsule Dragon a été éliminé. Il a été remplacé par Orbital et Ticket. Et c'est vrai pour le transport d'astronautes vers l'ISS, SpaceX Boeing. C'est vrai pour les stations spatiales privées en orbite basse, c'est un autre sujet. Et du coup, le sujet des atterrisseurs lunaires, finalement, la NASA a été un peu prise à son propre jeu, où l'offre de SpaceX était tellement bonne, à la fois en qualité, parce que le Starship lunaire, il est bien plus gros, il permet de rester bien plus longtemps et permet de transporter plus d'astronautes que le cahier des charges de la NASA, et il était bien moins cher que la concurrence. Du coup, la NASA a dit, je n'ai qu'à choisir qu'une seule offre. Et évidemment, cette solution de redondance, elle était un peu mise à mal, et le Congrès américain a incité la NASA à mettre un deuxième appel d'offres, comme l'a dit Pierre, et probablement que Blue Origin de Jeff Bezos, mais aussi d'autres concurrents écartés dans le premier appel d'offres, ont soumis des offres. Prochaine tentative du Starship, est-ce que d'abord elle aura lieu à Boca Chica et quand ? Pierre ? Alors ça, c'est une très bonne question. Là encore, le problème, c'est est-ce que vous êtes optimiste ou pas ? Et surtout, est-ce que la FAA décidera de faire de nouveau confiance à SpaceX et faire confiance dans les nouveaux systèmes ? SpaceX prétend qu'un nouveau système de protection à base de plaques d'acier refroidies à l'eau serait presque terminé et pourrait être installé bientôt. Même dans ce cas-là, si la FAA décide de faire confiance à ce nouveau système qui, pour le coup, n'est toujours pas les systèmes classiques de Carnot, de déluge, dans ce cas-là, personnellement, je ne vois pas un nouveau tir avant 6 à 12 mois au minimum, le temps de l'installation, des nouvelles certifications. Si par contre la FAA se montre beaucoup plus dure et exige d'avoir des déluges, des Carnots, eh bien là, ce seront des travaux qui seront beaucoup plus coûteux, beaucoup plus chers, beaucoup plus importants, beaucoup plus longs. Et dans ce cas, ça peut aller jusqu'à des délais de 2 à 3 ans facilement. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les coulisses de ce lancement du Starship. On continuera d'en parler dans cette émission Smart Space. Merci à vous Pierre Henriquet, merci Maxime Puteaux. On se retrouve quant à nous dès la semaine prochaine sur Bismart.